pas avoir passé 15 ans de ta vie comme ça et pas avoir repris ton souffle et te dire bah c'est bizarre. Non, je me suis créé mon cancer. Caroline, vous êtes l'une des plus grandes influenceuses françaises, vous êtes suivie par près de 6 millions d'abonnés rien que sur Insta, si je ne me trompe pas les chiffres. La jeune femme a posté une vidéo très touchante hier sur ses réseaux sociaux. À l'époque, le cancer c'est mort quoi, c'est chimio, c'est tout ce qui est autour de la mort, c'est coupé au-dessus de la tête, c'est l'enfer quoi. Quand j'ai réalisé que j'étais vraiment fatiguée, que je m'y retrouvais plus, en fait, que j'étais dans une course sans fin, et quand j'ai réalisé que je savais plus après quoi je courais, c'est là où j'ai dit, bah en fait, arrête quoi. Pour la première fois de ma vie, j'ai lâché les armes et j'ai dit, ok, Je lâche. ouais, et c'est pas maintenant que je vais me battre. La seule chose que je vais faire, c'est prendre soin de moi, de mon mental, et je vais guérir. Quand t'écris, ce qui est fou, c'est impressionnant quoi. La vague Ah ouais. de personnes qui t'écrivent. En fait, ça m'a redonné foi en l'humanité. Je me suis dit, waouh, tu sais, des gens qui te disent, je vais prier pour toi, tu vois, ça m'émeut à chaque fois. C'était genre, je faisais partie de la vie des gens. C'est comme si t'étais leur sœur. Ouais, j'ai vraiment ressenti ça. Et ça m'a porté. Ouais, ça m'a donné de la force. Je fais maintenant ? Vas-y. Ok. Bon, bah, Caroline Receveur pour Paradoxe. Première. C'est beau. Tu m'inspires pour plusieurs raisons, on en parlera. Mais déjà, je trouve ça stylé la marque que tu as réussi à créer autour de toi. Et on en reparlera aussi. Je trouve ça inspirant aussi le parcours, tu vois, ça m'inspire de te le dire. Par rapport au cancer et la manière que tu as eu d'être résilient, d'en parler aussi publiquement. Bon, je vais partir là-dessus du coup. Oui, ok. Ça a été quoi en fait le plus challengeant pour toi dans, dans cet événement ou cette série d'événements? Qu'est-ce qui a été le plus challengeant avec le recul maintenant, c'est de réapprendre à me découvrir, à savoir qui je suis réellement, qui je suis en dehors de, bah, comme tu dis, de la marque que je suis aux yeux des gens. Moi, je ne me considère pas comme une marque. Enfin, moi, je suis toujours Caroline Receveur qui vient des Vosges. Et mon image m'a servi et j'ai construit quelque chose autour. Mais avec le cancer et puis le fait aussi que j'avais stoppé volontairement tous mes business peu de temps avant, je me suis retrouvée en fait face à moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas, que je ne m'aimais pas. Donc ça, c'est un mois avant d'apprendre que j'ai donc mon cancer du sein. Ça faisait donc plusieurs mois, voire une bonne année, que je commençais vraiment à fatiguer mentalement et physiquement aussi. J'avais des petits signaux d'alerte que mon corps m'envoyait, mais bon, on n'écoute pas forcément. Quoi par exemple? J'avais pas mal d'eczéma, j'avais une cruralgie, j'avais... C'est jamais des grosses alertes en fait. De toute façon, une fois que tu te prends le mur, tu sais que c'est trop tard, mais c'est des petites choses qui font que si tu regardes, si tu lis entre les lignes, tu te dis ok, pourquoi j'ai de l'eczéma? Et donc tu sais, il y a un livre qui s'appelle Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es, Ouais. et que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai mal quelque part, je regarde toujours la signification. Et moi, je crois beaucoup à tout ça, parce que pour moi, tout est lié. Et après, voilà, quand tu as mal au genou, quand tu as mal à la hanche, quand tu as mal au dos, peu importe, à chaque fois, c'est une signification émotionnelle. Donc, j'ai pas pris le temps si tu veux, de me renseigner sur le pourquoi j'avais de l'eczéma, pourquoi j'avais cette cruralgie, qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Avec le recul maintenant, j'ai des informations un petit peu là-dessus. Et j'ai juste pas écouté mon corps qui, en fait, m'envoyait des signaux un petit peu régulièrement. Et puis voilà, un peu comme là, les 3/4 des gens se disent j'ai mal là, on va pas chercher une résonance émotionnelle là-dedans. On se dit juste j'ai mal, quoi, j'ai dû me faire mal. Et bref, et donc j'ai pas écouté ces signaux. Et par contre, mentalement, ça allait pas bien du tout. J'étais pas dépressive, mais j'avais énormément d'angoisse, d'anxiété. Et en fait, le message qui venait à moi, d'ailleurs, on s'était vu, on en avait parlé, qui venait à moi, c'était surtout lié à la maladie, à la mort, au fait qu'il pouvait m'arriver quelque chose, à Marlon, à ma famille, à tout ce qu'il y avait de plus cher à mes yeux. Et on dit toujours qu'en fait, derrière les peurs et les angoisses, il y a un message. Sauf que moi, même à l'époque, quand on me disait ça, je comprenais pas le message derrière tout ça. Pour moi, c'était non, j'ai juste peur de ça, précisément. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que voilà, j'ai cherché à comprendre, je n'aime pas subir, et j'ai voulu en fait me sortir de ça. Au lieu de me dire, non, c'est normal, t'es maman, c'est normal d'avoir peur, et puis c'est normal d'avoir... Et d'ailleurs, je me souviens d'une fois où j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, mais tu sais, moi j'étais comme ça, ce sera comme ça toute ta vie. Et dans ma tête, j'étais, non, mais pas du tout, quoi.
Parce que j'étais dans un état où, franchement, il y a un moment donné, je pensais à des trucs où j'avais envie d'en finir, quoi, tellement ça me... J'en pouvais plus, quoi. C'était en permanence, c'était énormément d'anxiété. J'en avais parlé d'ailleurs sur mes réseaux. Et puis, à force d'échanger, de faire un travail sur moi, accompagné de thérapeutes et autres. Alors, il y en avait des bons, il y en avait des moins bons, et puis il y en a avec qui on avance. Et en fait, tout ce cheminement qui s'est fait, je dirais, pendant 1 an. Donc, tu vois, pour moi, dans les étapes, on va dire que c'est une fois que tu commences à avoir de l'anxiété, des angoisses, des peurs, et que c'est permanent, et que c'est toute la journée, et que c'est tous les jours, là, c'est que tu es déjà allé trop loin. Et donc, moi, j'étais à ce niveau-là. Et je le saurais après, mais j'étais allée trop loin, en fait. C'était en gros le dernier signal de, arrête, lève le pied. Mais trop loin sur quoi, du coup? Trop loin sur l'intensité de ta vie? Sur l'intensité que je mettais dans ma vie, et principalement dans ma vie professionnelle. Et c'est seulement maintenant où je me rends compte, en fait, des sables mouvants dans lesquels j'étais, en fait, et dont j'arrivais pas à sortir parce que j'étais habituée à ça, et je pensais que c'était la normalité. Je me suis construite toute seule, déjà depuis jeune, depuis que j'étais petite. J'étais celle du milieu, donc en fait, on dit toujours celle du milieu, c'est celle ou celui qui devient le plus autonome, quoi, parce qu'il y a le grand, il y a le petit, toi t'es au milieu, tu te débrouilles tout seul. Bon, bref, ça m'a servi quand même. Et puis après, mon papa est tombé malade quand j'avais 20 ans, et tout de suite, j'ai eu un espèce d'électrochoc de, en fait, à partir de maintenant, c'est toi. Mais personne m'a donné ce rôle. Moi, j'ai voulu endosser ce rôle de, en fait, à partir de maintenant, c'est toi qui vas sauver tout le monde et être là pour tout le monde. Et bref, et donc en fait, j'ai mis beaucoup trop d'intensité dans mes business parce que je sais pas faire les choses à moitié, parce que je suis très empathique, très sensible. L'intensité, tu dirais que c'est lié au nombre d'heures, c'est lié à la pression mentale que tu mettais? Oui. C'était moi vs moi. C'était moi vs moi. Après, il y a le fait aussi que je me rends compte maintenant, finalement, quand tu as actuellement 5 millions de personnes qui te suivent et te regardent, c'est pas comme si tu es personne et que tu lances un business et que tu tentes et que tu vois et que potentiellement t'arrêtes. Non, tu as quand même une pression supplémentaire de par la notoriété. Et moi, en fait, tout ce que je faisais, je le faisais intensément. Parce que je sais pas faire à moitié, et quand j'aime, j'aime à 1000%. Et j'adorais ce que je faisais. J'adorais cette créativité, j'adorais le fait d'être en mouvement, de créer des choses, d'aller au bout de mes idées, de partir d'un point, partir de zéro, et de me challenger sur OK, jusqu'où je peux aller. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout, en fait, c'était le trop-plein professionnel qui débordait sur ma vie personnelle. Et là où moi, je voyais le message de non, c'est juste des peurs et des angoisses, non, c'est juste qu'en fait, la Terre arrivait à un tel niveau c'est trop. De stress qu'en fait, j'avais plus en fait de tolérance, si tu veux. En fait, j'en avais énormément dans ma vie professionnelle. Mais en fait, j'étais arrivée à un point où ça débordait sur le personnel, et que le moindre truc, c'est-à-dire Marlon avait un rhume ou quelque chose, ça prenait une ampleur. Et ça, je ne me rendais pas compte. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai réalisé que j'étais vraiment fatiguée, que je m'y retrouvais plus, en fait, que j'étais dans une course sans fin. Et quand j'ai réalisé que je savais plus après quoi je courais, c'est là où j'ai dit, en fait, arrête, quoi. Et j'ai arrêté, non pas sans mal, puisque j'avais 4 business, je venais à peine de lancer Cosmic Goddess. Et puis encore une fois, t'as le regard de 5 millions de personnes sur toi. Donc tu te dis, ils vont me prendre pour une folle, quoi. Et puis ils vont dire que t'es nulle. Et en fait, je me suis posé 1 milliard de questions. Il y avait le fait aussi que j'avais énormément investi personnellement dans Cosmic Goddess. Tu veux dire financièrement? Ouais, plus de 500 000 euros. Enfin, ça reste un appartement. Je suis quelqu'un qui vient d'un milieu modeste. C'est énormément d'argent. Mais pour te dire à quel point je suis investie dans mes business, et à quel point j'y crois quand j'y vais. Et en fait, quand j'ai réalisé que je devais pas m'occuper du regard des autres, que l'important c'était moi, comment je me sentais, et que, phrase un peu bateau, mais l'argent fait pas le bonheur. Parce que je me suis rappelée, tu vois, d'une phrase que m'avait dit ma maman il y a très longtemps, je devais avoir la vingtaine. J'étais à Paris, je venais de me teindre les cheveux en brune alors que j'étais blonde. Et puis 1 semaine après, je suis contactée par une agence pour faire, tu sais, les packagings de shampoing, mais blondes décolorées. Et c'était payé à l'époque 10 000 euros. Enfin, pour moi, c'était énorme. Mes shootings à l'époque, c'était 250 euros. Enfin, tu vois. Et je me souviens, j'appelle ma mère et je sais pas quoi faire. Enfin, c'était énorme. Hein. J'étais seule à Paris. J'avais mon boulot d'hôtesse d'accueil. Je faisais un peu de mannequinat. Enfin, 10 000 euros à l'époque, c'était le jackpot, quoi. Et ma mère me dit, là, si t'avais 10 000 euros sur ton compte, en plus, tu serais plus heureuse ou... Je dis, non.
Je dis bon bah voilà. Parce qu'en fait, je savais que si je me décolorais les cheveux en blond, j'avais une chance sur 2 déjà de plus avoir de cheveux et bah si tu veux, de nuire à tout ce qui pouvait se passer derrière et d'avoir encore moins d'opportunités. Et quand elle m'a dit cette phrase, donc est-ce que si tu avais 10 000 € en plus sur ton compte, tu serais plus heureuse? Je lui ai dit non et j'ai pas accepté. Et écoute, je me suis fait la même réflexion là pour Cosmic Goddess. Je me suis dit ok, bah là cet argent, si tu l'as sur ton compte, ça change quoi? Rien. Bon bah voilà. Et voilà, quand tu acceptes que bah, c'est que de l'argent, et puis c'est que la vie des gens, et que ce qui importe, c'est toi, ton bien-être, et ben tu annonces à tout le monde que tu arrêtes tout. C'était dur? Je me pose 1 milliard de questions. Ça peut prendre 1 an avant de prendre une décision. Alors, pendant les 1 an, je me ronge. Mais quand c'est acté, quand j'ai compris, bah, tu vois, c'est comme une relation. Ça tire, et le jour où c'est fini, c'est fini. Et bah là, c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai compris qu'en fait, c'était pas le problème, c'était pas mes angoisses, c'était ce qui me déclenche mes angoisses, c'est la source en fait. Quand j'ai compris ça et quand j'ai compris qu'il fallait que je fasse un choix et que j'assumais ce choix, bon bah et je l'ai annoncé sur mes réseaux. Écoute, je crois que j'ai pris ma décision. Encore une fois, ça faisait 1 an que quand même je me posais 1 milliard de questions, mais 3 mois avant, tu m'aurais dit est-ce que tu veux t'asseoir sur cette somme d'argent et l'annoncer à tout le monde, bah, je t'aurais dit mais jamais de la vie quoi. Mais quand j'ai compris que ça venait de ça, et donc je l'ai annoncé sur mes réseaux. Et je l'ai annoncé sans me dire les gens vont le prendre comme ci, comme ça, juste en me disant bon, bah, voilà, je me libère d'un poids. Et en fait, ça a fait tout l'effet inverse de ce que j'imaginais. C'est-à-dire que j'ai eu des milliers de personnes qui m'ont dit merci pour d'assumer ce choix, d'assumer le fait de tout arrêter et de pas justement s'enterrer un peu plus dans une course sans fin. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui ressentaient la même chose. C'est clair. Qui n'arrivaient pas en fait à s'arrêter parce qu'on a peur du vide. Et c'est ce que j'ai traversé après. Mais en fait, on a peur du vide parce qu'on nous éduque pas en fait à déjà être dans l'être et en le faire. Si on continue du coup sur le cancer, il y a cette vidéo, je pense que c'est la première fois où tu l'annonces, on te voit, je pense, dans l'hôpital, je la revoyais là tout à l'heure, elle est prenante. Tu dis, je sais plus, un truc du genre, je vous partage mon secret que j'ai depuis 2 mois. Tu te dis quoi en fait? Tu te dis je vais guérir rapidement, ça pas besoin de savoir. Non, en fait, déjà, quand on me l'annonce, bah, forcément, il y a toujours une part de surprise, mais qui est minime par rapport au fait que je suis pas étonnée, en fait. Mais c'est ça qui est fou. Pourquoi t'es pas étonnée? Bah parce que, en fait, je prends conscience de toute la course, que j'ai... la course dans laquelle j'étais les 15 dernières années, et dans laquelle j'ai pas du tout repris mon souffle. Et en fait, quand j'ai vu justement, quand je te disais tout à l'heure, tous ces signaux de mon corps, toute cette anxiété que j'avais, je tombe pas de haut. Je me dis, à un moment donné, c'est normal. Je me suis rongée, mais pendant des années, à petit feu. Et puis en fait, là, c'était devenu tellement énorme que j'avais vraiment des grosses crises d'anxiété. Mais je me dis pas, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est bizarre. Je me dis, bah non, en fait. T'as tapé le mur, quoi. Ça pouvait pas être autrement. Enfin, tu peux pas avoir passé 15 ans de ta vie comme ça et pas avoir repris ton souffle et te dire bah c'est bizarre. Non, je me suis créé mon cancer et avec une énorme part d'émotionnel, et c'est ça que j'ai compris ensuite et que j'ai voulu guérir. Et j'avais déjà entamé ce process, tu sais, quand je te disais que je me faisais suivre par des thérapeutes pour justement comprendre d'où ça venait, mes angoisses et tout ça. Le travail n'était pas que sur mes angoisses, il était au global, il était sur des choses que tu accumules des traumas que tu accumules depuis des années. Et en fait, toute cette thérapie que je faisais déjà depuis 2 ans auparavant, elle me permettait d'enlever déjà petit à petit toutes ces couches. Donc il y avait une part de moi qui souffrait beaucoup et une part de moi qui guérissait. Et je pense que c'est justement d'avoir entamé ces thérapies et d'avoir cette connaissance de moi et cette connaissance que l'émotionnel joue un rôle limite le plus important, et comment le gérer, comment l'apprivoiser, comment mieux l'accepter, qui m'a permis de relativiser assez rapidement. Et donc oui, quand je l'apprends, je ne suis pas surprise. Et je ne veux pas en parler parce que justement, très rapidement, j'ai cette vision assez singulière de comment je veux traverser cette épreuve. Pour moi, c'est une expérience de vie. Et ma médecin, quand elle me l'annonce, me dit ça va être 6 mois compliqués, mais ça va le faire. Et en fait, je suis restée avec cette image de ok, j'ai vu ce tunnel pendant 6 mois, j'ai vu un peu, tu vois, le mois de janvier, pas trop loin. Et je me suis dit, ok, bon, je ne savais pas ce qui m'attendait, hein, c'était vraiment le premier rendez-vous, mais très rapidement, voilà, j'ai su que je voulais le vivre comme une expérience. Et après, je suis un peu...
je suis un peu spéciale là-dessus, c'est qu'en fait, peut-être parce que je suis scorpion, je sais pas, mais j'ai besoin d'aller au fond des choses et de les vivre, de les ressentir, pour peut-être après les exprimer, les partager, je sais pas. Mais je suis ma propre cobaye. Et donc, pour moi, quand je dis expérience de vie, c'est que vraiment, je me suis dit, ok, bah, ce qui va t'arriver, il y a des choses qui vont sortir, tu sais pas encore quoi, mais forcément, ça va t'aider. C'est pas en vain. Et puis, t'as pas fait tout ça pour rien. Donc en fait, j'en ai pas parlé parce que je voulais me protéger. Je savais que... Et je pense que c'est peut-être ce qui a plu aussi derrière quand j'ai communiqué dessus, sur le fait que, même moi, enfin à l'époque, le cancer, c'est mort, quoi. C'est chimio, c'est tout ce qui est autour de la mort, c'est couperé au-dessus de la tête, c'est l'enfer, quoi. Et très rapidement, moi, je l'ai pas vu comme ça. Je me suis dit, ok, bon, bah c'est là. Et c'est là où je te dis que gérer ses émotions, c'est important. C'est qu'en fait, j'ai appris, même si c'est pas toujours évident, à accueillir. Et pour la première fois de ma vie, parce que tu vois, je te disais, pendant 15 ans, j'ai pas repris mon souffle. Je pense que pendant 15 ans et pendant une bonne partie de ma vie, j'étais dans un fight permanent. Je sais même pas contre quoi. Peut-être contre moi pour me prouver des choses. Et là, quand on me l'a annoncé, c'est la première fois de ma vie où en fait, j'ai lâché les armes et j'ai dit, ok. Je lâche. Ouais. Et c'est pas maintenant que je vais me battre. Et la seule chose que je vais faire, c'est prendre soin de moi, de mon mental, et je vais guérir. Mais guérir pas que du cancer, guérir émotionnellement. Et je savais qu'en en parlant, enfin, je voulais pas de la pitié des gens, je voulais pas de leur peur, je voulais pas qu'ils projettent sur moi la mort, enfin, je voulais pas tout ça. Et puis, il y avait une autre partie de moi aussi qui fait que, comme j'ai 5 millions de personnes qui me suivent et que j'ai beaucoup d'affect pour eux, même si je les connais pas, et j'essaie toujours de partager des choses avec eux, non pas légères ou autres, parce qu'il y a des sujets profonds. Mais en fait, je voulais pas leur faire de la peine, quoi. Je voulais les protéger, comme c'est ma nature, je fais toujours en sorte de protéger les gens, et moi, je passais en dernier. Et là, j'avais cette volonté de pas leur, tu vois, de pas leur faire de peine, de pas les blesser, de pas leur faire peur. Parce que bon, après, ce qui est beaucoup revenu, c'est, tu sais, c'est de dire, waouh, si elle a un cancer, tout le monde peut en avoir un. Parce que oui, j'ai coché aucune case. Je fume pas, je bois pas, j'ai une bonne hygiène de vie. Enfin, moi, c'est ce que je pensais. Ouais. Je suis active. Non, au final, quand tu regardes, non, je prenais pas soin de moi comme il fallait. J'étais pas assez en mouvement, j'étais trop statique, je me bouffais de l'intérieur. Et sur l'image là qu'on voit justement où t'es en pleurs, t'es vraiment pas bien, c'est quoi qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu vis? Et ben jusqu'à ce moment-là dans la salle d'attente, c'est pour ça que tout est toujours très vrai sur mes réseaux. Enfin, je veux dire, il y a rien de scénarisé ni quoi que ce soit. C'est pas ce que je dis. Hein. Et ben non, bien sûr, mais je veux dire, ce jour-là, c'est le jour où je me rends compte que je peux plus le garder pour moi. Et c'est pour ça que je pleure en fait. C'est parce que je me vois dans la salle d'attente. En fait, je suis dans la salle d'attente parce que j'ai eu ma 2e chimio et qu'en fait, après, j'arrivais plus à manger ni à boire et en fait, tu te déshydrates, tu perds du poids. Enfin bon, t'as plein d'effets secondaires et tout. Et je vais à l'hôpital à ce moment-là pour faire une perfusion d'hydratation parce que je suis plus capable de m'hydrater toute seule. Et en fait, je le dis d'ailleurs, je dis mon corps et mon cerveau se dessèchent, je sais plus ce que je dis. Et c'est vraiment ça en fait, je suis vide. Et pour moi, c'est énorme parce que ce vide-là, c'est pas genre le vide de juste je fais face à la maladie, c'est le vide de t'as arrêté tes business à 1 mois, ton téléphone sonne plus, tout le monde est en vacances. T'affrontes toute seule le cancer, t'habites à Dubaï, il n'y a personne à part toi, ma mère était venue. Marlon et tout, on est dans un cocon et en fait, je me suis enfermée dans ce cocon pour me protéger, pour peut-être protéger les autres aussi, mais j'y arrive plus, quoi. Et en fait, mon oncologue et tout le staff de l'hôpital, c'est pas qui je suis, moi, quand ils me soignent. Ils savent pas que, je dis pas, je prétends pas être quelqu'un, mais ils savent pas que j'ai fait un métier d'image, ils savent pas qui je suis. Et donc, à ce moment-là, je vois mon oncologue et c'est Hugo qui parle, parce que moi, et qui lui dit, en fait, Caroline, elle a une forte audience sur les réseaux, c'est quelqu'un qui est vu, qui est connu, qui avait 5 business, qui a tout arrêté. Et lui, il est, ah ouais, mais non, mais faut en parler, en fait. Enfin, pas faut en parler, il faut le dire, parce que c'est propre à chacun, mais en fait, il faut... Là, t'es en train de tomber en dépression, en fait. Et ça va pas arranger les choses. Et c'est vrai que j'étais seule, quoi. Je me suis retrouvée seule face à moi-même. Et même si vous êtes entouré de votre famille haute, vous êtes seul face à vous-même, quoi. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et quand je suis dans la salle d'attente, je pleure. Et après, je dis Hugo, est-ce que tu crois que je dois l'annoncer? Et après, c'est des choix... Quand tu y repenses, tu ressens quoi, là, par exemple? Je tremble, tu vois. Mais c'est pas... En fait, c'est très bizarre parce que je vois les images, mais c'est comme si je l'avais pas vécu. C'est des souvenirs qui, forcément, sont remus, mais en même temps... C'est très bizarre, hein, mais que je regrette pas. En fait, c'est la seule chose qui a réussi à me freiner, quoi. Et à me dire, à partir de maintenant, tu t'arrêtes, tu prends ce temps pour toi, tu te découvres, tu réfléchis à ce que tu veux dans la vie, vers où tu veux aller,
tu prends ce temps. Moi, j'étais incapable avant de prendre du temps. Pour moi, c'était... c'est pour ça que je te dis, dans la situation actuelle, c'est très compliqué pour moi. Mais j'apprends. Parce qu'on ne nous apprend pas. Parce qu'on est jeune, on rentre dans la vie active et on enchaîne sur un travail, et puis on se met en couple, et puis on achète une maison, un chien, et puis après on fait un prêt, et puis c'est la fin, quoi. En fait, à quel moment tu t'es posé, tu t'es dit, est-ce que c'est ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment, moi, au fond de moi ? Et qu'est-ce qui est bien pour moi, pas pour ce que les autres vont penser. Pas pour vivre la vie que j'ai envie que les autres pensent que j'ai, quoi. Exactement. Et c'est très dur, et même pour moi, tu vois, qui quand même, je le réalise maintenant, accomplit de belles choses, j'ai toujours ce poids du regard de la société, des gens, et encore plus avec des millions de followers. Bah, surtout quand on grandit, même déjà, tu te construis une image de la vie que tu as envie de te créer, et qui n'est pas forcément celle que tu voudras au final, mais c'est dur d'abandonner un truc que tu as construit, quoi. Quand tu écris, ce qui est fou, moi je me souviens, c'est je sais pas combien ton post il a fait de commentaires, mais c'est immense, quoi. Je sais pas si tu te souviens. Mais je me rappelle que c'est impressionnant, quoi, la vague de personnes qui t'écrivent. Je m'attendais pas autant. Tu vois, je me suis dit, bon, pas forcément, t'as des followers, les gens vont le voir et tout, machin, mais... Ça fait quoi ? Avant de reprendre, j'ai un cadeau pour toi. Chez Paradox, on le répète constamment, le vrai dev perso, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais. Alors pour t'aider à passer à l'action, on a extrait les concepts clés abordés dans cette vidéo. Et on les a rassemblés dans un document où tu trouveras des exercices, des questions, des modèles mentaux pour appliquer ces concepts dans ta propre vie. Le but, c'est que cette vidéo, ça soit pas juste une vidéo de plus, mais celle qui te permet de faire un pas, même petit, vers la vie qui t'inspire. C'est offert, t'as juste à cliquer sur le lien dans la description et on te l'envoie. J'espère que ça te plaira. Ça m'a relevé. Et franchement, et ce qui était assez fou, c'est que aussi, les 2 premiers mois, donc quand je vais faire mes traitements et tout, j'ai l'impression, tu vois, que je suis plus forte que ça. Que je suis capable de vivre sans les réseaux, que c'est pas ma vie, que je suis pas définie par ça. Et en fait, quand je l'annonce, je me rends compte que non, c'est pas un besoin, parce que j'ai pas besoin de partager ma vie, mais ça fait partie de ma vie. Et ça a du négatif parfois, mais c'est aussi beaucoup de positif. Enfin, ça apporte beaucoup de positif. Et moi, dans ce moment-là, alors que j'attendais rien, je voulais juste me libérer d'un poids. Encore une fois, j'ai une vague, mais incroyable, qui me porte en fait, et qui... Mais t'as ressenti quoi à l'intérieur ? C'était quoi ? Mais tellement de... En fait, j'étais tellement reconnaissante. Enfin, en fait, ça m'a redonné foi en l'humanité. Tu vois, je te disais tout à l'heure, parfois les gens, je me dis, mais pourquoi ils sont si méchants ? Là, pour le coup, je me suis dit, waouh. Tu sais, des gens qui te disent, je vais prier pour toi. Enfin, tu vois, ça m'émeut à chaque fois. C'était genre, je faisais partie de la vie des gens. Et les réseaux, ça met une certaine distance. Ouais, c'est comme si t'étais leur sœur. Ouais, j'ai vraiment ressenti ça. Et moi, je suis quelqu'un, je sais pas... Malgré ce que je fais dans la vie, qui est un peu bizarre, je pense que je me suis retrouvée là par hasard et je commence peut-être à comprendre pourquoi je suis là et qu'est-ce que je dois faire de tout ça. Mais je suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance en moi. Je suis pas quelqu'un, et je l'ai compris là, tu vois, avec tout le travail que je fais depuis plus d'1 an, que j'avais très peu d'estime de moi-même. Et c'est dur de s'en rendre compte. Et en fait, de me rendre compte que les gens, tu vois, que je pouvais être importante à ce point aux yeux des gens, ça m'a... Ça touche. Ouais. Donc ça m'a énormément touchée. Et ça m'a portée. Parce que ça m'a donné... ça m'a donné de la force. C'était beau. Pardon, à chaque fois que j'en parle, c'est parce que... Et je suis reconnaissante d'avoir vécu ça. C'était beau. En tout cas, tu as donné suffisamment à ton audience pour que, au moment où tu en avais besoin, ils soient là, quoi. Mais ce que j'ai trouvé fou aussi, c'est que ce soit quand j'arrête mes business, que ce soit quand je traverse tout ça, il y a une telle compréhension de leur part. Et c'est là où je me dis, tu sais, ça marche pour tout, mais qui se ressemblent s'assemblent. Et en fait, à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir une très grande famille de gens qui me comprenaient, quoi. Et j'ai ressenti beaucoup de respect aussi sur la manière dont j'abordais les choses, parce que ça pouvait choquer aussi que je dise, c'est une expérience de vie, je suis pas en combat. Ça te challenge beaucoup de croyances. Ouais. Plein de personnes, moi c'est mon quotidien d'accompagner des gens et je vois comment des fois la personne, ça la libère, par exemple de voir la beauté dans un événement qu'elle a vécu, que ce soit une maladie, la perte de quelqu'un, mais c'est des fois l'entourage ou des gens qui veulent pas accepter que la personne, elle, ça lui fait du bien de se dire
Bah oui, il y a un cadeau quelque part dans ce que je suis en train de vivre. Elle n'est pas en train de dire que Oui, elle va c'est génial, bien applaudir, sûr. elle n'est pas en train de dire qu'elle le souhaite aux autres. Juste pour elle, Mhm. ça, Bah, c'est elle sa voit une façon, beauté ouais. là-dedans. Mais c'est fou comment des fois c'est l'extérieur qui veut pas accepter Complètement, quoi. ouais. Complètement. C'est Enfin, c'est facile. aussi l'extérieur, mais c'est la vision qu'on en a nous et qu'on projette. Moi, je sais que mon plus gros problème actuel, c'est pas tant ce que les gens disent, parce qu'ils disent rien. C'est moi en fait. C'est ce que j'imagine que les gens vont dire. Et c'est en fait cette espèce d'effet miroir qui est biaisé. Et c'est très dur parfois de juste s'écouter et voilà, et de dire bah, c'est comme ça en fait, et de pas se dire les gens vont penser que, ou voilà, ou qu'est-ce que vont dire les gens. Et Mais c'est en plus, plutôt, tu as je dit pense, un truc pour moi qui est important, c'est que en t'autorisant à dire des choses que peut-être tout le monde ne partage pas, Hmm. bah, c'est comme ça que tu crées aussi ta tribe. Parce Ouais, bah que oui. t'as du coup ceux pour qui ils aiment pas, potentiellement ils vont arrêter Ouais. de regarder. Et à l'inverse, ceux qui ont besoin de ça, qui résonnent avec ça, qui ont envie de voir la vie comme Oui, bien ça, sûr, bien sûr. ils vont, du coup, enfin, ça devient plus lisse, quoi. Ça fait qu'ils vont pouvoir raisonner avec Oui. ta vision du monde. Bah, c'est ça qui me plaît avec ma communauté, c'est que bon, après voilà, depuis le début, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui cherche à plaire, j'arrive pas à suivre des trends, je fais vraiment au fil de mes envies et puis surtout de qui je suis et je mens pas et je pense que c'est ça aussi qui a fédéré autant de gens au travers des années, c'est que et puis pour les gens qui me connaissent aussi plus intimement, c'est que je sais pas mentir quoi. Donc en fait, c'est vraiment tu m'aimes ou tu m'aimes pas, il y a pas de et puis je cherche pas à plaire à tout le monde. Euh, Mais je trouve que en tout cas, sans parler, tu as l'impression avancé en 3-4 ans sur le côté, à montrer encore plus même la dimension, par exemple, spiritualité qui est important pour toi. J'ai l'impression que tu l'exprimes encore plus, quoi. J'aimerais le faire plus. C'est vrai? Ouais, mais bah, c'est marrant, j'en parlais ce matin avec Hugo, tu vois, En fait, je suis vraiment multifacette comme personne. Et je sais pas si malheureusement ou pas, mais on est dans une société où surtout en France, je crois, on nous met beaucoup dans des cases. Et bah, des fois, je pense que je m'autorise pas à aller plus loin Par dans exemple, le c'est partage de qui je suis réellement, parce que c'est comme si, déjà, il faut que moi je l'accepte d'être un peu toutes ces facettes. Euh, mais comme si, j'avais pas envie qu'on te mette dans une case. Ouais. La case qui serait quoi, par exemple? Spiritual girl? Oui, mais en même temps, je suis tout ça. Je suis cette nana qui aime bien prendre soin d'elle, mais qui est aussi qui est très spirituelle. À côté de ça, qui est très cérébrale aussi. Pour autant, j'adore faire du sport et prendre soin de moi. Et puis, j'aime bien avoir les ongles faits et puis, tu vois, être un peu jolie et puis bien m'habiller. Donc, en fait, je suis toutes ces facettes-là. Mais je pense qu'on est tous plein de facettes. C'est juste que, tu sais, un peu comme le fait d'enchaîner les choses dans ta vie et de pas te poser, ben, on nous a un peu formaté à tu suis un chemin et puis t'en sors pas et puis t'es comme ça et puis t'es pas comme ça et c'est encore quelque chose sur lequel je travaille d'accepter un petit peu toutes ces facettes parce que je pense qu'on se formate avec un idéal en particulier alors qu'on est tous multifacettes. C'est clair, effectivement, enfin, même quand on te présente, je parle pas toi, hein, de manière générale, moi je le vois pour moi, on va demander ok, par exemple, t'es coach ou t'es entrepreneur ou t'es créateur de contenu ou en fait, j'en sais rien, Ouais. je suis tout ça, je sais pas ce que je suis, je suis un mélange de tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait un pote qui avait un spectacle qui s'appelait un truc du genre Unclassified, un truc comme ça, ou Unclassifiable. J'adorais l'idée de tu peux pas me ranger. Ouais. J'ai pas envie que tu me ranges dans une case. Moi, je suis incapable de me définir. À l'heure actuelle, tu me demandes ce que je fais, je sais pas. Alors avant, oui, j'avais la casquette d'entrepreneur et je suis toujours une entrepreneur dans l'âme et je suis toujours tu vois, créateur de contenu, influenceur, enfin peu importe. Mais je suis incapable de me définir au sens professionnel, quoi. Il y a une question qui m'a été beaucoup posée pour toi, je trouve vraiment intéressante, qui est justement après cette vie à 100 à l'heure, cette prise de conscience, le cancer, le désir de ralentir. Il y a une femme qui m'a écrit, j'ai noté je crois sa phrase exacte, mais qui a eu un cancer, donc elle s'est beaucoup reconnue en toi. Je sais plus, je l'ai marqué, mais en gros, elle a peur de réentreprendre. Elle a peur enfin, elle a peur de réavoir un cancer, elle a peur de ne pas avoir tiré la leçon. Et donc, Bien il y a sûr. tout un truc où j'imagine que ça peut peut-être faire un écho pour toi. Complètement, ouais. Comment c'est du coup? Parce que ça doit pas être évident de trouver le... Bah, oui, parce que d'ailleurs, la dernière année où je continue enfin, cette dernière année où j'ai continué à prendre soin de moi, je continue encore. Il y a toujours, tu vois, c'est cette envie de créer. Enfin, c'est quelque chose quand tu es entrepreneur, C'est en toi. c'est en toi. Donc, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Encore plus avec ce qui s'est passé, j'ai envie de partager des choses et tout.
Mais en fait, à chaque fois que je mets un pied dedans, je recule. Parce que effectivement, en tout cas, moi, j'ai cette façon de faire qui est de faire les choses intensément, avec beaucoup d'intensité. Et j'ai peur, en fait, de retomber dans cette spirale dans laquelle j'arrive plus à sortir. Et c'est compliqué. Après, je pense que moi, en tout cas, ce que j'essaie de faire à l'heure actuelle, c'est de faire un peu le récap de tout ce qui s'est passé, du pourquoi j'en suis arrivée là, de comprendre et ensuite d'agir en fonction. Oui, bien entendu, je vais refaire des choses. J'ai envie de remettre des choses en place, mais je ferai différemment. Et c'est plutôt ça, c'est trouver ce juste équilibre de qu'est-ce que je ne veux plus du tout, qu'est-ce qui m'a fait mal et comment je vois les choses maintenant. Et je mets en place les choses en fonction de ça. Et pour éviter de retomber dans la spirale dans laquelle on était. Parce que c'est quoi, tu dirais, justement, les apprentissages où tu te dis ça, c'est une forme de red flag, alerte rouge, je peux pas aller là-dedans. Je peux aller jusque-là, mais pas là-dedans. C'est quoi les indicateurs qui te feraient dire oula, stop? Déjà, j'ai un de mes mantras qui me parle beaucoup ces derniers temps, c'est flow don't force. Et en fait, je me suis rendu compte quand je fais un peu le récap de tout ce qui s'est passé ces 15 dernières années dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai beaucoup forcé. J'ai beaucoup forcé parce qu'on nous apprend à forcer, on nous apprend à être, à rien lâcher, à pas s'arrêter à la première difficulté. Mais en fait, moi, j'ai forcé dans des directions, je pense, qui de toute façon, n'allaient pas mener à des choses positives. Je pense qu'il y a une différence entre forcer et persévérer. Tu peux persévérer, mais emprunte un autre chemin. Et moi, le problème, c'est que je forçais dans le chemin où ça bloquait vraiment. Et maintenant, j'ai compris que j'applique ce flow don't force, c'est-à-dire que quand je commence à entreprendre dans quelque chose, peu importe, s'il y a vraiment des red flags ou des freins, ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire, ça veut dire que je vais faire différemment, mais en tout cas, je me buterai plus tu vois, sur ces murs qui étaient compliqués. Alors oui, tu arrives toujours, quand tu as envie, tu peux toujours casser ces murs et avancer et passer au travers. Mais c'est ça, cumulé à d'autres, qui font qu'à un moment donné, tu passes ta vie à combattre, en fait. Et tu dirais que la différence pour toi entre persévérer et forcer, c'est le fait que dans les deux cas, tu maintiens l'idée que tu vas avancer vers le but, mais qu'en revanche, dans forcer pour toi, c'est quoi? C'est le signal, c'est une fatigue mentale. En fait. Visuellement, c'est aller à contre-courant. Mais du coup, à l'intérieur de toi, c'est quoi? Comment une personne qui nous écoute et qui se dit putain, je sens que ça me parle, et moi je sens que ça peut me parler, c'est quoi pour toi l'indicateur? C'est le fait d'être fatigué, c'est le fait d'être frustré, parce que j'arrive à visualiser ce que tu décris dans le côté persévérer de ok, ça l'a pas fait comme ça, je teste autrement, mais il y a une forme de légèreté dans le corps et une forme de patience aussi. Bon, ça prendra peut-être plus de temps ou pas, j'en sais rien. Dans les interviews business, je pense que la question qui revient le plus, c'est celle-ci. C'est comment faire la distinction entre obstination et persévérance. Et j'ai l'impression qu'il y a le sujet à la fois le côté entre guillemets maladie, se rendre malade, mais il y a même aussi le sujet de même entre guillemets, tu vois, Marc Simoncini qui me disait à un moment donné, moi je suis persuadé qu'il y a une île dans le sens business du terme, et en fait je m'obstine, mais en fait il n'y a jamais eu d'île, quoi. J'ai l'impression que c'est le sujet de plein de personnes, de quand est-ce que c'est presque du génie de persévérer, en fait tu vois quelque chose, tu le sens et ça va devenir possible et tout le monde dit putain c'est incroyable, et à l'inverse quand est-ce que non, tu es en train d'essayer de taper des murs alors qu'il y avait tu pouvais faire un petit détour, prendre la porte, parce que justement si on prend l'exemple d'un ancien business ou d'un endroit où avec du recul c'était presque évident que tu tapais des murs. Cosmic Goddess à 100%. Et c'était quoi les murs par exemple? Depuis le début, que ce soit déposer la marque, que ce soit la paperasse avec les avocats, l'administratif, que ce soit dans le développement des produits. Enfin, vraiment, tout était compliqué. C'était compliqué dans le sens, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être ça la clé. C'est compliqué dans... ce qui a à faire est compliqué, ou en fait dans l'expérience à l'intérieur de toi, c'était compliqué. Genre, c'était lourd de le faire. Non, moi, j'adore résoudre les problèmes, donc ça m'allait très bien. Mais c'était plus le fait de... En fait, j'ai compris avec le recul, mais encore une fois, c'est peut-être mon côté spirituel, c'est qu'en fait, tu sais, c'est don't chase, attract. Et en fait, je pense que quand tu es aligné avec qui tu es vraiment et que tu fais les choses qui résonnent en toi, les choses viennent à toi naturellement. À l'inverse, quand tu forces, en général, c'est contre-productif. Et je sais que par exemple, Cosmic Goddess, c'était un projet qui me tenait tellement à cœur, mais en fait, c'était juste pas le bon chemin. C'est-à-dire que j'aurais dû
faire différemment, ne serait-ce que sur, tu vois, ne serait-ce que sur le produit, ne serait-ce que sur la base du projet, en fait. Dès le début, ça, tu vois, ça bloquait sur le fait que je me suis embarquée dans un truc en pensant faire un truc petit parce que je voulais un truc petit, et je me suis embarquée dans une machine. Et en fait, je réalise maintenant que c'est dur d'accepter que parfois, il faut savoir ne rien faire pour que les choses se mettent en place plus naturellement. Mais non, je te téléporte, toi d'aujourd'hui, il y a 3 ans. Bah, juste reprends ton souffle, en fait. L'erreur, ça a été en fait de vouloir me réembarquer dans une aventure entrepreneuriale en voyant grand, en disant je suis capable, je vais me prouver à moi-même que je peux. Alors avec de la difficulté encore plus, genre encore plus de mérite et tout. Au lieu de me dire en fait, bon, ça va, ça fait 10 ans que tu es là-dedans, tu as enchaîné 3 business, est-ce que tu reprendrais pas un peu ton souffle, est-ce que tu ferais pas une pause pour juste déjà apprécier ce que tu as fait, parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, pour analyser le bon et le moins bon, et puis pour, si tu recrées quelque chose à partir de maintenant, le faire avec tes expériences passées. En fait, j'ai lancé le truc la tête dans le guidon, sans prendre de recul, sans faire une pause, sans regarder tout ce que j'avais fait, sans utiliser toute la data que j'avais accumulée, en fait, tête baissée. Parce que c'était comme, voilà, c'était une course... qu'est-ce que je peux faire de mieux après ? C'était ça sans cesse, quoi. Qu'est-ce que je peux me prouver à moi-même ? C'était non-stop. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé du coup ? Qu'est-ce qui est différent chez toi de maintenant versus il y a 3 ans ? Ah bah déjà, j'ai appris à être dans le moment présent. Je te dis, j'ai appris ça et c'est ce que je fais actuellement, mais je suis toujours en process. C'est-à-dire que c'est toujours pas une normalité pour moi de ne pas être dans le faire. Parce que pour moi, ma valeur avant, c'était de faire. Et le faire, mais de manière professionnelle. Parce qu'on fait tous des choses tous les jours pour nous, mais aux yeux de bâtir. De bâtir, mais déjà de se bâtir soi-même. Et en fait, ça a une valeur, ça a limite plus de valeur que n'importe quel business que tu vas créer. Si toi, tu es ancré, que tu sais ce que tu veux, que tu es aligné, que tu es bien dans tes baskets et que tu es aligné, mais en fait, tout le reste à côté peut chavirer, tu n'auras pas de problème. Et en fait, on nous apprend l'inverse, on nous apprend à construire tout ce qu'il y a autour avant de se construire soi-même. Et moi, c'est ce que j'apprends maintenant. Déjà, à mieux me connaître, à connaître mes forces, mes faiblesses, et en fait, à apprendre à me sentir bien dans l'être et plus dans le faire. Et apprendre à avoir de l'estime de moi pour ce que je suis et pas pour ce que je fais. Et en fait, c'est très, très dur quand toute ta vie, tu as fait... Et donc justement, tu disais tout à l'heure que tu avais réalisé que tu n'avais pas l'estime, en tout cas, que tu voulais. Comment tu bosses dessus ? Je suis arrivée un peu sous le feu des projecteurs par hasard. Je ne l'ai jamais cherché. Alors, je l'ai utilisé, ça m'a toujours servi. C'est pour moi, ça t'a jamais rêvé d'être une star ? Non. J'ai été repérée quand j'étais mannequin à 17 ans, mais moi, je voulais être professeur des écoles. Enfin, jamais de ma vie. Et c'est ça où je te dis, j'ai pas d'estime de moi. Jamais de ma vie, j'aurais pu me dire, tu vas être connue. Enfin, j'ai pas assez de... Ce qui ne veut pas dire que tu as de l'estime, parce que tu as beaucoup de stars qui ont très peu d'estime et qui, justement, c'est un phénomène de compensation, se disent, je vais être une star pour avoir l'attention que je n'arrive pas à me donner. Moi, je suis très low profile comme personne. Je suis pas là où je devrais être. C'est ça qui est bizarre. Et pendant des années, j'ai mis ça sur le dos de, bon, bah voilà... t'es jolie, donc t'es sous le feu des projecteurs, mais bon, bah, c'est vite, quoi, tu vois. Et je pense aussi que je me suis beaucoup challengée et que j'ai beaucoup forcé parce que je voulais prouver que j'étais pas juste une jolie fille. Et en fait, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, le fait de communiquer voilà, sur l'arrêt de mes business, sur mon cancer, sur un peu ma vision de la vie, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient là-dedans, mais qui n'osaient pas en parler, qui n'osaient pas le dire, qui avaient l'impression d'être hors norme. Et en fait, aujourd'hui, peut-être que je suis en train de réaliser que je suis pas dans la lumière pour rien, et peut-être que le message à faire passer, c'est ça. C'est de déconstruire un peu ce que les gens pensent, involontairement. C'est juste ma manière de penser, ça veut pas dire que c'est bien ou pas bien, chacun. Mais en tout cas, de faire prendre conscience aux gens que la base de l'épanouissement et de se sentir ancré quoi qu'il arrive dans ta vie, c'est de se construire soi-même avant de construire tout ce qu'il y a autour. Et c'est là où moi je me suis rendu compte, et c'était très dur, qu'effectivement j'avais pas beaucoup d'estime de moi-même, et moi, Karine Receveur, l'humain en fait. Qu'en fait je m'étais tout le temps valorisée, cachée derrière une performance, derrière un titre, derrière un statut. Et que quand... Et puis voilà, avec le cancer, tu perds tes cheveux. Donc j'ai perdu aussi une part de mon identité. Et en fait, j'ai tout perdu. En fait, j'ai enlevé ma peau et j'étais là, bon, bah, qui suis-je ? Et en fait, on devrait tous commencer par là. Parce que c'est justement quand il t'arrive ce genre de choses qu'après, tu dois tout reconstruire et c'est beaucoup plus long. Et moi, aujourd'hui, je me dis, bah, peut-être que je vais être cette voix qui permet aux gens d'éviter de se taper le mur pour en arriver là et d'apprendre à se connaître avant. Et d'apprendre à savoir qu'est-ce qui nous fait du bien et pas qu'est-ce qui ferait bien aux yeux de la société.
Et ça te fait quoi de contribuer à ça, que les Je gens sais puissent Bah, je sais pas, pour slash- l'instant, j'ai pas encore embrace, hein, tu vois. Je suis encore dans en le process. process de voilà, comment je peux partager ça, comment je peux. Parce que j'ai toujours une part de moi qui me dit que je suis pas légitime, que je suis qui pour parler de ça. Et il y a une part de moi qui me dit, bah, tu vois, le fait de trouver du sens dans tout, de me dire, en fait, t'as pas traversé tout ça juste pour aller te cacher dans ta grotte et dire, bon, bah voilà, c'est bon. Mais tu peux rendre service à d'autres personnes Ouais, je pense, en ouais. faisant ton propre cheminement, quoi. Mais je me fais violence, tu vois. C'est pas naturel pour moi. En fait, je le fais naturellement avec mes proches, avec ma famille. Je suis quelqu'un qui va. Ouais, je l'ai fait toute ma vie. Enfin, avec mes proches, oui, dans ma vie de tous les jours, les gens qui me connaissent savent que je suis comme ça. J'ai ce truc, je veux aider, je veux soulager, je veux trouver des solutions, j'aime me rendre utile. Mais tu vois, tu vois bien au travers de notre interview, je suis quelqu'un, ça bouillonne beaucoup dans ma tête et j'ai beaucoup de mal à mettre tout ça au clair. Et donc je me dis, ouais, comment je peux parler de tout ça quand même moi, des fois, je suis encore un peu embuée et que j'expérimente encore des choses. Et je sais plus si c'est toi qui m'avais dit une fois qu'il n'y a jamais de bon moment de toute façon. C'est clair. Et je crois que je suis encore dans ce truc de j'attends le bon moment j'attends d'avoir assez de data, j'attends d'avoir Mais expérimenté assez de choses. c'est même plus fort qu'il n'y a jamais le bon moment. C'est que la Caroline de maintenant, elle est sur mesure et parfaite pour certaines personnes maintenant, plus paradoxalement que la Caroline de Ouais, dans complètement. un mois. Parce qu'en fait, je pense que enfin, la beauté là-dedans, c'est qu'il va avoir une partie de ton audience qui évolue du coup avec toi. Mm. Et c'est vrai que c'est un truc, souvent on se dit, bah ouais, mais il me manque tel truc ou j'ai pas encore fait assez de chemin. Alors qu'en fait, c'est le fait que tu sois sur ton propre chemin qui fait que d'autres personnes peuvent le faire avec toi. Mais comme j'ai Ah. jamais eu cette volonté, moi, de leader les gens, et que ça a toujours été un peu malgré moi, Mais du coup, c'est une forme de. Tu peux le voir comme l'idée, mais tu peux aussi le voir comme tu leur prends la main et vous marchez ensemble. oui. Et il y a plein de gens qui attendent que ça, quoi, qu'ils puissent marcher pas tout seuls, Ouais. quoi. Ouais. Mais ça aussi, tu vois, c'est paradoxal. Parce que je sais aussi que c'est parce que j'ai trop fait pour les autres que je me suis oubliée moi-même. Hmm. Et donc, tu as ce paradoxe de j'ai envie, mais je C'est sais marrant qu'il ce que faut tu que je dis trouve ça. la limite de. Parce que je me faut suis dit, pas tiens, que ça me- est-ce qu'elle va pas. J'étais en train de me Ouais, dire si, ça, je bien me dis, sûr. est-ce qu'elle va pas se recréer une autre Bien sûr, attachement bien sûr. à. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est que encore. Enfin, moi, j'ai vraiment le syndrome du sauveur, quoi. Donc basculer, entre guillemets, de l'estime par faire à l'estime par être utile, quoi. Ouais. Mais j'ai envie de dire toujours peut-être dans la dynamique dans laquelle j'ai toujours été, c'est-à-dire de le faire naturellement sans. Tu vois, quand je te dis que je réagis sur le fait que peut-être que je suis dans la lumière pour passer un message qui est plus profond que oui, et en même temps, j'ai pas trop envie de me mettre ça sur les épaules parce que c'est une grosse responsabilité et j'ai juste envie de me dire, ok, je partage Au fur et à mesure. au fur et à mesure et tu vois, seront embarqués les gens qui s'y retrouveront, mais en Oui, gros, qui même me suivent, quoi, tu vois, j'incite personne et je partage et j'aime être dans ce partage, mais je veux pas me sentir impliquée Responsable. ou responsable. Parce que je sens que j'ai un devoir, c'est bizarre, mais je vois, enfin, même pas par rapport au cancer, mais par rapport à d'autres choses, à mon expérience de vie, que ça peut aider les gens. Mais ouais, j'ai envie que ce soit naturel. J'ai pas envie que ce soit une mission, tu vois. J'ai pas envie de retomber dans le « il faut que Oui, d'en refaire une » obsession. Ouais. Mais ça peut. En tout cas, pour moi, obsession et mission, c'est différent. L'obsession, il y a une forme d'impatience, il y a une forme de ça doit être fait vite, rapidement, en gros. Alors que la mission, ça peut être j'ai envie de dédier ma vie à ça, mais c'est un jeu infini, quoi. Ouais. Je voulais te demander, parce que moi, c'est un truc que ça m'a demandé de bosser dessus. Je sais pas si c'est quelque chose qui. Enfin, bref, tu vas comprendre. C'est assez fascinant comment, en tout cas pour moi et des gens autour de moi, on s'habitue au confort de vie qu'on se construit. Et moi, ça a été parfois des. Tu vois, si je repense, peut-être il y a 2 ans et tout, des peurs de me dire waouh, si en fait j'arrête, est-ce que. Et en fait, c'est des différentes dimensions de moi. Il y a toujours une dimension de moi qui à ce moment-là va se dire bah non, mais c'est pas si grave, etc. Mais l'autre dimension de bon, bah, c'est agréable d'avoir tel appartement, telle vie, de pouvoir prendre, je sais pas, autant de billets d'avion que je veux, d'avoir une femme de ménage. Et donc, justement, dans ce côté de je ralentis, j'arrête, etc., qui en plus, dans ce que tu décris, c'est pas comme s'il y avait eu juste, ok, je fais une pause de 1 an pour le cancer et après je reprends à fond. C'est non seulement il y a ça, mais en plus, j'avance tranquillement, je veux pas me mettre la pression. Du coup,
comment, enfin, alors je sais que maintenant il y a Hugo qui a vraiment développé son business, donc j'imagine que ça joue un rôle peut-être d'équilibre, je sais Mhm. pas. Mais comment tu as évolué par rapport à cette question? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir ce... Et en plus à différents niveaux, c'est-à-dire que je vois des personnes qui ils sont salariés, ils sont cadres, ils ont une bonne situation, comme tu disais, ils ont la maison, etc. Et des fois, je discute avec eux, ils me disent, Tain, je rêve de tel truc. Et je dis, bah, qu'est-ce qui t'empêche? Ils vont me dire, ah bah, je peux pas, mes enfants, je les envoie dans tel truc de vacances qui coûte tel prix. Chaque année, on va, je sais pas où, à la montagne faire du ski. Ouais. Et en fait, ils sont coincés dans leur lifestyle. Et je dis pas ça avec du jugement, parce que je suis le premier à me dire, est-ce que je serais réellement prêt Ouais, bien sûr. à l'abandonner? C'est quoi l'écho que ça te fait là quand je te dis ça? Bah non, ça fait sens. C'est des questions que je me pose aussi. Mais bah, si je le perds, je suis OK. J'attirerai d'autres choses. Ok. Ce sera différent. Ce sera plus la même vie. Mais je serai alignée. Donc il y a une espèce de confiance dans le fait que c'est pour ça, pour moi, c'est important de se connaître, de savoir ce qui résonne, ce qui fait du bien, ce qui est important, parce que c'est propre à chacun. Euh, et d'avoir en fait cette espèce de base où tu sais que tant que cette base, elle est là, c'est tout ce qui compte. Parce que là aujourd'hui, tu dis, tu as mis de l'argent de côté, tu as investi, t'as Non. pas Non. investi. Non. Donc t'as pas de, Non. t'as pas de revenus par des investissements. Non. Ok. Donc ça veut dire c'est quoi? C'est sur un compte Ouais. sans intérêt. Ouais. C'est pas possible ça, Caroline. Faut C'est- pas faire ça. Non, mais si, mais pas aussi parce que tu vois, parce que je sais pas faire les choses à moitié et que je suis incapable d'investir dans quelque chose que je comprends pas ou que je maîtrise pas. Ouais, là je comprends. Et que bah, j'ai pas eu le temps en fait les 15 dernières années de me poser sur quoi faire de mon argent. Et que je suis quelqu'un qui fait très peu confiance et que j'avais encore moins envie de donner mon argent à quelqu'un et de dire bah vas-y je te fais confiance. Ça c'est ça, ouais. Donc je préfère ne rien faire que de mal faire. Et voilà, si j'ai investi, j'ai acheté un appartement, je l'ai revendu. Donc, mais pour moi, voilà, c'est chaque chose en son temps. Et quand j'aurai une bonne opportunité d'investir dans quelque chose, je le ferai. Et je pense vraiment que, ouais, flow don't force en fait. Hmm. Moins tu forces, plus ça. Tu sais, il y a cette citation qui dit que quand tu essayes d'attraper un papillon, bah, tu n'y arrives jamais. Par contre, si tu as un joli jardin bien fleuri, le papillon il viendra tout seul. Bah, je suis un peu dans cette dynamique-là de déjà. Créer le En fait, moi, contexte pour ouais, que les choses se fassent. c'est moi le contexte. Et Mm. les choses viendront, tu vois, enfin, j'attirerai les choses qui sont alignées avec mon contexte. Juste avant de revenir à l'interview, j'aimerais te présenter rapidement le but de cette chaîne. L'idée c'est que tu t'assoies avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun, souvent inaccessibles, et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie. Sur Paradoxe sans fil, tu vas retrouver des formats longs et bruts, le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport, dans les transports ou simplement quand on a envie de se détendre, mais en même temps continuer de nourrir son esprit. Avec toujours une même quête, continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Sache que ça compte énormément pour nous car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui déchire. C'est une promesse. Une question qui a été beaucoup posée, enfin des variations de ça, c'est plein de mamans qui m'ont posé des questions pour toi. C'est quoi les apprentissages que tu as eu en tant que maman? La première, qui m'avait marqué, c'est d'accepter son enfant comme il est. Parfois, il ne nous ressemble pas forcément. Ok. Enfin, il peut avoir des traits de caractère qu'on ne comprend pas. Par exemple, c'était quoi pour Marlon? Bon, encore une fois, c'est mon côté très spirituel, très ouvert d'esprit et très... Parce que voilà, je suis sensible et je crois beaucoup à l'émotionnel et à l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Et Marlon, quand il était petit, je me souviens, j'avais fait mon thème astral avec une astrologue, enfin, peu importe. Hyper intéressant d'ailleurs. C'est pas de la voyance, hein, c'est vraiment un thème astral en fonction de tes planètes, comment elles sont alignées, donc c'est hyper intéressant. Et donc je sais pas pourquoi je lui parle de Marlon, il avait à peine 6 mois je crois. Et elle me dit donc Marlon par rapport à son thème de naissance, son thème astral, il est né, sa lune était en tel alignement et du coup ça correspond à telle saison, donc le printemps vous savez c'est les bourgeons, ça éclore et après hop ça se referme et puis ça... Et en fait elle a mis des mots sur le caractère de Marlon qui était vraiment un jour ça va pas, content 2 minutes après énervé et en fait quand tu comprends pas ça t'es frustré, tu te dis mais qu'est-ce que je fais mal et limite t'es un peu dans le fight avec ton enfant parce que y a des fois tu perds tes moyens et c'est normal. Et à partir du moment où elle m'a dit ça j'ai dit ok, donc en fait c'est sa nature, il est né comme ça. Il est toujours comme ça? Ouais. Toujours très intense Oui. dans le sens... Sauf que moi, j'ai accepté qu'il soit comme ça et je l'ai accompagné. Au lieu de me Tu buter l'as accompagné comment, par exemple? en acceptant qui il était.
en acceptant que, en fait, en Je veux dire, communiquant. je veux dire, tu lui parles, Oui. tu Bah, c'est-à-dire que peut-être qu'avant j'aurais, enfin si j'avais pas eu en fait cette espèce d'information, bah j'aurais pas compris, donc j'aurais pu être frustrée, donc j'aurais été plutôt dans le conflit avec lui. Et d'ailleurs Hugo, on en a reparlé il y a pas longtemps, il m'a dit merci en fait d'avoir, tu vois, accompagné Marlon à mieux gérer aussi lui ses émotions, à mieux se connaître. Parce que Parce c'est que- qui de vous deux, de Hugo et toi, qui est le plus on-off comme ça? Bah en fait Marlon il a les deux. Il a le tempérament on fire de Hugo, et il a mon tempérament très sensible. Et donc du coup bah Donc ça le fait combo des deux, ça Bon, donne. mais j'aime bien, c'est beau parce qu'en fait, il a le côté très sensible, très empathique, très humain, et un côté aussi très fonceur et déterminé et sûr de lui. Ok. Et donc, je trouve ça cool, mais du coup, j'essaie de l'accompagner pour pas être trop sensible, empathique comme moi, et pas non plus Mais par être exemple, tu t'y trop, prends comment? Je me rends pas compte pour l'aider sur ses émotions. Bah, bah, en fait, déjà, j'ai appris la patience, j'ai appris à, tu Donc c'est vois, plus toi, comment tu te Ah oui, sens c'est quand il moi. le fait. C'est plus moi, en fait. C'est pas tant dans lui expliquer quelque chose. Maintenant qu'il en nage, oui. Ok. Par exemple, il va être, tu vois, il va avoir un peu de stress quand il va faire ses matchs. Et ben, Avant? ouais, il se met beaucoup de pression parce qu'il veut bien faire. Et bon, il sait t'y tenir, mais et en fait, il a. Hugo aussi, il a un côté un peu compétitif dans le sport, non? Bah, en fait, encore une fois, c'est bizarre, c'est que Marlon est très compétitif et en même temps, il a peur de mal faire. Donc, enfin, tu vois, les deux, à chaque fois, Ouais. ça s'annule, quoi. Et donc, quand il était petit, c'était plus l'accompagner, lui parler comme un adulte, mais pas dans des sujets très profonds. Mais en Ouais. tout cas, voilà, ne pas le frustrer encore plus sur des émotions qu'il ne comprenait pas. Et il lui est arrivé de me dire maman, je comprends pas, là je suis énervée, et puis désolée d'être énervée. Et puis bah, je lui dis mais non, mais sois pas désolée, c'est normal, tu as le droit d'être énervée, tu as le droit d'être contente, tu as le droit d'être triste, et accueille tes émotions. D'ailleurs, un film qui est très bien, que je recommande à tous les parents, je crois que c'est Vice Versa en français, Ouais. qui est incroyable et qui, même moi, m'a fait pleurer parce que ça m'a mis des images sur des mots que moi-même je comprenais pas dans la compréhension de mes émotions. Et c'est vraiment. Parce que c'est quoi que t'en as retiré? Eh ben, j'ai appris qu'il fallait accueillir toutes tes émotions. Qu'elles ont Même tout ta un peur, même sens, tes qu'elles ont tout angoisses, un même ton message. ouais. Et qu'en fait, il faut pas les rejeter, il faut justement les accueillir, leur dire ok, je t'entends, je te comprends, mais je te mets là. Et enfin. Les écouter sans leur donner toute Trop la de place. place. Voilà. D'ailleurs, il y a un autre, tu vois, un peu schéma, moi, qui m'avait, enfin, image qui m'avait marqué à l'époque quand j'avais toutes ces angoisses et que je comprenais pas trop à l'époque, que je comprends beaucoup mieux maintenant. On me disait la peur, en fait, c'est ton chien de garde. Donc toi, tu es maître d'un chien qui est ton chien de garde et qui doit te protéger de l'extérieur. C'est ça la peur, en fait, ça te protège de l'extérieur. Sauf que le souci, c'est quand tu as peur de ton chien de garde. Moi, en fait, T'as peur de ta peur. j'avais peur de ma peur. Hmm. Et en fait, quand tu remets le chien de garde à sa place et que tu dis non, en fait, t'es mon chien de garde, tu restes là, j'ai pas à avoir peur de toi. Tu vois, c'est plein de petites images comme ça où, en fait, avec le recul maintenant, tu vois, on en parlait tout à l'heure, ce qui est important, quand tu disais c'est quoi la limite de quand Persévérer versus. voilà, en fait, je pense que ce qui est important quand tu as ce doute, c'est de faire un pas de côté. Hmm. Tu vois, tu step back et tu dis ouf, ok. Si tu Et te en poses fait- la question, c'est que potentiellement t'es déjà allé trop loin. Oui et non, enfin, en tout cas, c'est le moment de réaligner. Ouais. Tu vois, c'est le moment de hop, fais un pas de côté, observe, Mhm. prends le temps. En fait, je sais que c'est dur, mais prends le temps, même si c'est une semaine, un mois, peu importe. Prends le temps, te bute pas et regarde. En fait, Mhm. sors de ça, regarde. Et en fait, ouais, il y a plein d'images comme ça où en fait, c'est devenu très visuel pour moi maintenant, où je sais que quand je me bute, hop, je prends du T'apprends beaucoup recul. par les images comme ça? Maintenant, ouais. Ok. Avant, c'était plus compliqué. Parce que quand tu es dans le brouillard, c'est très très dur, tu vois. Et je l'ai expérimenté avec mes proches et Hugo ces derniers temps, qui étaient en fait, que je voyais dans la même course effrénée que moi. Et c'est dur pour moi maintenant d'avoir expérimenté ça et de rien dire quand je vois les gens aller se taper le mur. Et en même temps, moi, j'ai eu besoin de me faire cette expérience et c'est important d'expérimenter. Et c'est pour ça que j'ai pas l'impression d'avoir une mission, mais en tout cas, c'est devenu plus fort que moi de protéger un petit peu les gens autour de moi et de leur dire je sais exactement ce que tu traverses, je sais à quel point c'est dur de sortir de ce brouillard, quasiment impossible et inenvisageable, mais je t'en supplie, fais ce pas de côté et regarde et observe. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement avec Hugo. Je l'ai vu en fait dans cette spirale et c'était très, très dur pour lui à comprendre parce qu'il me disait mais j'ai besoin d'expérimenter. Je dis ouais bien sûr, mais juste fais un pas de côté, observe et réaligne-toi. J'ai juste besoin de te réaligner en fait. Ça veut pas dire d'arrêter, ça veut pas dire de stopper et te dire waouh non ça va, non juste réaligner, reprendre une direction différente. C'est pour ça que quand je dis c'est pas forcer, enfin il y a une différence entre forcer et persévérer, c'est que forcer c'est continuer à s'acharner dans potentiellement la mauvaise direction. Persévérer c'est plutôt ce concept de prendre du recul et de se réaligner. Tu vois, ça veut dire que tu continues, tu es toujours en mouvement, tu avances, mais tu vas le faire différemment. Et pourquoi je disais tout ça? On parlait de Marlon. Je sais plus. C'était en tout cas le premier de Marlon, c'était le fait d'embrasser un peu sa singularité, je le dis avec mes mots, Oui. De l'accompagner là-dedans. Ça, Oui. c'était une première leçon.
Tu dirais qu'il y a eu quoi d'autre dans... Deuxième leçon, je dirais que si on parle en tant que maman et parent, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de bons parents ou de mauvais parents, il y a juste le parent que tu as envie d'être. Et moi, je sais que je suis une maman qui n'est pas forcément conventionnelle. Enfin, je vais avoir des discussions avec lui qui vont être peut-être un peu profondes pour son âge, mais et à côté de ça, je suis une maman qui fait n'importe quoi avec lui, qui est complètement folle. Donc en fait, encore une fois, je suis multifacette et mon rôle de maman fait partie des autres rôles dans ma vie. Et Marlon, en fait, avant même de l'avoir, je savais que je voulais pas faire un enfant pour moi, même si c'est très difficile de se dire je fais un enfant pour l'éduquer, le tenir par la main et qu'il s'envole un jour. Parce que forcément, il y a tellement d'amour au milieu de tout ça que c'est difficile à un moment donné de s'en... Mais j'essaye du mieux que possible de me dire que je suis là pour le guider, pour lui transmettre quelque chose, pour que quand il prenne son envol, il ait toutes ses armes en fait pour pour se sentir du mieux possible justement et lui apprendre ce que... Je parle de moi, mais je pense que c'est toute une génération à qui on n'a pas appris à s'écouter, à écouter à ses émotions, Dans le côté professionnel, comment tu vois les choses pour Marlon? Il a vécu sa maman qui a vécu un cancer. Donc je me dis, tiens, qu'est-ce qui se construit dans sa psychologie? Est-ce qu'il se construit ce truc de, justement, faut pas performer, etc. Et toi-même, qu'est-ce que tu veux qu'il se dise? Je pense qu'il faut performer, mais en partant de la base de qui on est et de ce pour quoi on est fait. Et de ne pas chercher justement à rentrer dans une case de je veux faire comme lui parce que ça a l'air bien. On fait les choses à l'inverse, on se dit tiens, qu'est-ce qui me rapporterait le plus d'argent, qu'est-ce qui ferait que je serais plus connue, qu'est-ce qui ferait que mes parents seraient fiers de moi, au lieu de dire moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me rend heureux, dans quoi je me sens bien. On n'est jamais autant efficace que dans ce qu'on sait déjà faire de nature. Et moi j'ai appris à reconnaître mes forces et mes faiblesses, à me dire ok, par exemple dans l'entrepreneuriat, j'ai telle force, j'ai telle faiblesse et comment je peux m'en servir maintenant, ou en tout cas ne pas réutiliser, ne pas trop exploiter mes faiblesses pour me réaligner. Et c'est vraiment ça, je pense, c'est plutôt ça que j'essaye de lui apprendre à Marlon, c'est de savoir ce qui lui fait du bien, moi du bien, de mieux se connaître lui. Et après, je pense qu'une fois qu'il aura ces armes-là, il sera capable de... Enfin, je veux dire, s'il veut être footballeur demain parce que ça le rend super heureux qu'il ait gagné que ça, alors qu'il soit footballeur, si demain il veut être peintre, il sera peintre. Enfin, moi, il fera ce qu'il a envie de faire. Je lui dirais juste, il faut juste que ça... Fais-le pour toi, le fais pas pour tes parents, le fais pas pour... les réseaux, le fais pas. Non, fais-le pour toi. Il a conscience là déjà ou pas le côté notoriété que vous avez? Oui, parce que maintenant il voit mon Instagram, il sait que j'ai des followers. Des fois les gens nous arrêtent dans la rue, mais je pense pas plus que ça. Enfin, il est venu à une conférence que j'ai fait à Paris, c'était marrant. Il était trop mignon. Je m'étais dit parent indigne, je lui donnerai l'iPad parce qu'il était dans la salle. Je me suis dit il va s'ennuyer. Et en fait, non, il m'a dit non, je t'ai regardé tout le long. Ça lui a fait quoi? Je sais pas. Je sais plus. Après, j'ai des trous de mémoire avec mes traitements, donc je sais plus ce qu'il m'a dit, mais je crois qu'il était fier, même s'il me l'a pas dit. C'est déjà qu'un enfant de 6 ans reste comme ça 1 heure à regarder sa maman parler alors qu'il la voit tous les jours, c'est que ça devait l'intéresser. Puis tu sais, on dit toujours, c'est pas tant ce que tu leur dis de faire aux enfants qui compte, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de mimiques de la part de Marlon. Il y a pas longtemps, ça le saoulait d'aller marcher et tout. Maintenant, c'est lui qui me demande de venir. Parce qu'il voit que j'y vais, parce qu'il voit que ça me fait du bien, parce qu'il voit que ça fait partie. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, le point de départ à chaque fois, c'est soi. Ouais. C'est si toi t'es bien et que tu diffuses quelque chose. Tu peux donner 1000 conseils à ton enfant, si tu les vis pas, il va avoir du mal à les apprendre, quoi. Donc si chaque être humain était bien, il diffuserait tellement de bonnes choses rien qu'à l'entourage, et puis après ça se diffuse. Sujet qui a rien à voir, en tout cas, je voulais te poser la question, ça m'intéresse d'avoir comment tu le vis. Je vois qu'il y a plusieurs personnes que j'ai autour de moi qui ont des formes de notoriété qui le vivent. Moi-même, ça peut m'arriver de me poser la question. Alors, le fait que peut-être tu sois sorti de France, du coup, je pense que ça limite ce que je vais te dire. Est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que ça t'arrive d'avoir des fois de te demander pourquoi... Enfin, c'est assez fascinant comment l'argent et la notoriété et le cumul des deux, j'en parle pas, peuvent distordre certaines fois comment les personnes peuvent te percevoir, et du coup même que les personnes peuvent se mentir à elles-mêmes de pourquoi elles ont envie de te parler, parce qu'elles ont envie d'obtenir, je sais pas, en plus tu partages beaucoup, d'obtenir une story, d'obtenir quelque chose. Est-ce que t'es déjà arrivé de te poser la question, qu'est-ce que veut la personne? Tout le temps, ouais. Ouais. Je sais pas quoi te poser comme question, mais c'est quoi les apprentissages? Comment tu essaies de...
Ou est-ce que tu as des red flags où et là, si tu te dis, non, ça c'est. Enfin, je sais pas, ça m'intéresse d'avoir un peu. Bah, toujours pareil, je pense, à force d'expérimenter, tu te rends un petit peu plus compte des intentions de chacun. Et maintenant, j'arrive à reconnaître les personnes qui sont foncièrement bienveillantes d'une personne qui va prétendre que. Donc ça, maintenant, mais enfin, il y a une base de grosse protection aussi, qui fait que du coup, tu te coupes un peu du monde et tu te coupes des relations. Et ça m'a un peu pesé à un moment donné parce que justement, j'avais eu tellement de déceptions que je m'étais vraiment mis dans une bulle et je faisais plus confiance à personne. Et là, ces derniers temps, j'ai recommencé à m'ouvrir et ça m'a permis de faire des belles rencontres et avec des gens que j'aime beaucoup et qui, si tu veux, qui ont le même fond que moi. Alors, bah, il n'y a peut-être pas la notoriété, mais le fond est là. Et en plus, c'est vrai que je suis pas très. Je suis dans un milieu où il y a finalement, je vais pas dire peu de fond, c'est enfin. En tout cas, il y a beaucoup de surface. Il y a beaucoup de surface et moi, je sais pas trop faire. Enfin, je sais pas faire du tout. Je sais pas faire des small talk, je sais pas ne pas connecter avec les gens. C'est très dur pour moi. Je suis très profonde et j'ai besoin de sentir pas qu'il y a un échange, qu'il y a quelque chose, que ça vibre, qu'on s'apprend mutuellement, je sais pas, il n'y a pas un apport mutuel, mais il y a quelque chose, il y a une connexion, une compréhension, des échanges, enfin, une espèce de beauté de la connexion humaine, quoi. Enfin, c'est un peu perché, mais c'est vrai. Et du coup, donc en fait, je connecte pas avec les gens de mon milieu parce que je me retrouve pas du tout là-dedans et je cherche pas à m'y retrouver. Et Donc, donc ton milieu, c'est quoi? C'est l'influence? ouais, l'influence, les médias. Ok. Ouais, c'est pas mon monde bizarrement. Et les gens avec qui je connecte, bah, y a quand même au départ une grosse protection parce que j'ai toujours peur qu'on m'atteigne pas pour les bonnes raisons. Je sais plus où est-ce que je disais si à la dernière conférence. Enfin, moi, je me vois comme Karine Receveur qui vient des Vosges, tu vois, je me vois encore comme la petite nana de 17 ans qui cherche à se faire des copines, qui est personne. Et j'ai toujours cette âme-là, en fait. Sauf qu'en fait, les gens, ils me voient, Caroline, 5 millions de followers. Ouais. Sauf que moi, en fait, donc, quand je m'embarque dans une relation amicale, c'est la Caroline Receveur de 17 ans, enfin, qui cherche une copine, quoi. Qui a envie de faire des trucs avec une copine. Et donc, je me suis vite fait, je me suis souvent fait un peu avoir là-dedans, parce que bah, les gens ne voient pas la Caroline de 17 ans qui a envie d'avoir une copine, ils voient ce qu'il y a à côté, quoi, ce qui les fait rêver. Et donc, ça, c'est permanent, et c'est quotidien. Donc, tu essayes à la fois de quand même faire attention et de faire confiance. Il y a des questions auxquelles tu essaies de poser pour essayer de voir. Là, je te pose vraiment la question parce que tu vois, j'ai eu une interaction avec quelqu'un et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Et en plus, c'est vraiment quelqu'un en soi où je pense que s'il y a un truc qui joue, c'est que lui-même se mentirait. C'est même pas, je pense que dans le côté vicieux de tiens, il veut quelque chose, machin. Je pense que des fois, l'humain, on va même se mentir à soi en disant bah non, je veux pas quelque chose, mais en fait, la personne le veut quand même. Là, tu vois, je me dis tiens, dans quelle mesure la personne, en fait, ce qu'elle me propose, c'est pas pour avoir une forme d'exposition ou de notoriété. Bien sûr, ouais. Je sais même pas je sais pas si c'est le cas, et deux, je sais pas si c'était le cas, si lui-même serait honnête avec lui-même là-dessus, tu vois. Bah, en fait, je pense que l'important, c'est d'en avoir conscience. Et le plus compliqué, c'est d'y aller tête baissée et puis de morfler à un moment donné. Mais ça t'est déjà arrivé de dire à la personne, genre de manière un peu transparente, je me pose la question s'il y a ça qui joue dans la... Parce qu'en fait, une fois que j'ai ce lien avec la personne, c'est que j'arrive à savoir assez rapidement. Et comme au pire des cas, je mets beaucoup de temps, bah, ça passe pas le next step et puis bon, bah, c'est réglé, quoi. Donc il m'est arrivé rarement d'avoir à dire à une personne, en fait, je pense que t'es pas mon ami pour les bonnes raisons, parce que je suis très sélective et parce que finalement, les gens qui sont dans mon cercle, ce qui est très marrant, c'est que limite, ils n'ont pas de réseau ou ne les exploitent pas. Genre, Ouais, ils vivent dans un autre monde, ouais, quoi. dans le vrai. C'est vrai. Oui. Ils vivent dans le non-paraître, quoi, dans la réalité. Et les gens avec qui j'ai le plus de connexion et d'affect aujourd'hui dans ma vie, ce sont des gens qui sont déconnectés de ça, quoi. Et juste, oui, je pense que c'est compliqué après de fermer la porte à tout le monde. Il faut juste en avoir conscience. Une fois que tu en as conscience, bon, bah, tu prends les gens comme ils sont. On a un petit rituel. C'est la question inversée. Si tu peux me poser n'importe quelle question, vas-y, tu peux y aller. Ok. Prends ton temps. Attends, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de poser une question qui va...
Si on te disait... Horrible la question. Si on te disait qu'il te reste une semaine à vivre, tu ferais quoi? Waouh. Bon, déjà la Ou première. qu'est-ce que tu changerais, quoi? Ah, attends, je te On ne réponds ferait déjà. plus, ou tu vois? Bon, ok, c'est différent. Bon, ce que j'allais te dire, comme ça je le dis quand même, c'était de dire je t'aime à toutes les personnes qui comptent pour moi. C'est la première chose que je ferais. Qu'est-ce que je changerais, c'est ça? C'est dur, une semaine, c'est quoi? Qu'est-ce que je changerais? Mais après, je vis plus. Je suis vraiment mort après une Ouais. semaine. C'est dur de changer des choses. Hmm. Qu'est-ce que tu ferais en top of the list, quoi? Qu'est-ce que j'expérimenterais que j'ai pas expérimenté, par exemple? Bon, c'est sûr que je dis je t'aime aux gens que j'aime. Je pense que je fais une vidéo forcément à l'audience. Je sais pas quoi. J'ai vu une conférence qui s'appelle The Last Talk of My Life. Et en fait, c'est un chercheur et c'est vraiment sa dernière conférence de sa vie. Il va mourir juste après. Ok. Et quand tu le vois, il est chill. C'est-à-dire Ouais. que. Et il dit, et tu sais, c'est très drôle parce qu'il est un peu en mode on dirait pas que je vais mourir, mais vraiment, il meurt après. C'est-à-dire qu'il est mort. Hein. La conférence, c'est à Stanford, je sais plus quoi. Elle est profonde, perturbante. À la fin, tu as sa femme qui le prend dans ses bras et qui lui dit s'il te plaît, ne meurs pas. Enfin, c'est difficile de pas être. Ah ouais, bien sûr. Bref, donc ça, je ferais un genre de truc comme ça. Je Ok. pense au moins une vidéo, une conf, être proche de l'audience. Parce que c'est la chose la plus importante dans ma vie. Ouais, toi, ce qui te nourrit, toi, c'est les autres. C'est apporter aux autres. C'est contribuer au fait que les gens se construisent une vie qui les inspire. Donc, tant qu'à faire de mourir, autant essayer d'en faire quelque chose. Euh, Après, j'ai envie de te trouver un truc là. Comme ça, au moins, j'aurais avancé au passage. Qu'est-ce que je changerais? Donc, qu'est-ce que tu aimerais expérimenter que t'as Qu'est-ce pas que j'aimerais expérimenter? Euh, Ou quel serait ton regret? Je me fais poser 50 questions. alors, une semaine, c'est trop court. Donc, je pense que je vais tirer le truc pour avoir plus de temps. Mais quand j'étais ado, le chant, c'était une phobie pour moi. Je tombais malade la veille des cours de chant. Euh, il y avait j'étais très timide et tout, donc j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. En plus, du coup, vu que j'étais pas à l'aise, les autres camarades rigolaient. C'est même pas qu'ils se moquaient, je pense que bref. Et vu que Julie, elle est tout le temps en train de chanter, etc., de temps en temps, j'essaie de la suivre pour me décomplexer progressivement. Peut-être que je tenterai un truc. Parce que, en soi, je me dis pas au quotidien que ça me manque, parce qu'en fait, ça me semble tellement éloigné de mes objectifs. Mais j'essaie d'avancer chaque année un petit peu, parce que c'est comme si, tu vois, quand je vois une chanteuse ou un chanteur, mais c'est souvent des chanteuses qui, tu sais, quand t'as un chanteur qui chante à un moment donné, il lâche vraiment, c'est-à-dire qu'il sait plus, ça va au-delà de la technique, tu sais, ça me crée une émotion. Je pense qu'en tout cas, j'ai envie d'expérimenter des choses où ça demande d'aller au-delà du contrôle. Tu vois, par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, donc j'avais fait du théâtre. Mais le théâtre, t'apprends le texte et en fait, si tu bosses, tu vas y arriver, tu vas bosser le texte, etc. Mais le théâtre d'impro, ça m'a plus aidé. Parce que théâtre d'impro, c'est pas une question de bosser le texte. T'es obligé de te jeter dans le vide. Et donc, je pense que je testerai des choses qui m'obligent encore plus à me jeter dans le vide. Une de mes citations que j'ai apprises par Julie qui est saute et le filet apparaît. Je testerai des choses comme ça. Je sais pas quoi du coup. Ok. Voilà. Ok. Des petites questions rapides. Vas-y. Donc c'est question rapide, réponse rapide. Pioche 3 cartes Je ne retourne pas maintenant, j'imagine. et voilà, t'en retournes une par une. Ok. Quelle est l'expérience, l'événement qui a marqué ta vie? Alors, ouais, mon cancer. Yes. Facile. Bonne réponse déjà. C'est bon. Quels sont les moteurs qui te poussent à aller toujours de l'avant? La foi. La foi. En quoi? En la vie, en Dieu, Je sais pas, c'est assez la foi en. Ouais, en la vie. Sur le fait que. Les choses arrivent pour une raison. Ouais. Quel est le compliment le plus mémorable que tu aies reçu? J'ai un problème, mon nom de famille va pas avec ma personne. Je suis incapable de recevoir les compliments des gens. C'est vrai, t'as du mal à recevoir. Ouais. Il faut honorer ton nom de famille. Mais j'ai du mal à recevoir. Quel est le compliment le plus mémorable que tu aies reçu? C'est pas un
compliment, mais c'est, tu vois, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai annoncé mon cancer, les milliers de messages que j'ai reçus, et il y en a certains qui m'ont fait pleurer, enfin fondre en larmes tellement ils étaient touchants. Et donc c'est pas un compliment, mais c'est de savoir que je pouvais être dans les prières des gens. Ça m'a énormément touchée. De savoir que je pouvais compter pour eux, au point de prier pour moi, je trouve que c'est un bel acte d'amour. Ouais. C'est beau. Merci Caroline. De rien. Merci, retouché, allez.